bloc de gauche qui va du PC jusque chez les écologistes et une partie des radicaux, on se met d'accord sur une résolution et cet accord, on l'a obtenu le 5 novembre. Donc, elle est partie chez Larcher et Larcher ne s'opposait pas à ce que l'on passe cette résolution. Mais, simplement, le 5, il y a un week-end et le 9, les Russes ont été faire une force d'interposition dans ce conflit. Donc, il a fallu revoir un certain nombre de choses parce que notre résolution, elle tombait à l'eau parce qu'elle ne s'était pas inscrite avec cette évolution de l'histoire. Du coup, le 12 novembre, j'ai posé une question à Le Drian sur la position de la France, parce qu'il faut bien reconnaître qu'elle est dans le groupe de Minsk, mais elle a été complètement neutralisée pendant cette période. Et il y avait quand même un certain nombre de questions à poser au gouvernement français. Donc, on les a posées. On n'a pas eu pour autant les réponses. Et puis, on a repris notre bâton de pèlerin et avec Pierre, on a considéré qu'il fallait coûte que coûte faire en sorte qu'on fasse une résolution qui soit signée par tous les groupes politiques. Et il a fallu négocier avec les Républicains et M. Retailleau. M. Retailleau ayant une vue, et Hilda l'a abordé, très orientée de ce conflit, qui en fait un conflit de religion, de guerre de religion, ce qui n'était pas le point de vue que l'on avait, nous, du côté de la gauche. Donc, tout le monde a mis, on va dire, du vin dans son, de l'eau dans son vin pour arriver à un texte qui fasse que les présidents de groupe, donc les LR, le PS, le PC, les centristes et les écologistes signent cette résolution et présentent cette résolution. Au Sénat, elle a été votée, il n'y a eu qu'une voix contre et 40 abstentions. Donc, vous voyez qu'elle a été adoptée par une large majorité et elle pose effectivement la question de la reconnaissance par la France du Haut-Karabakh. Et on demande au gouvernement français, dans les discussions internationales, de se servir de cette reconnaissance comme d'un levier. Ça a déclenché le même mouvement à l'Assemblée nationale et c'est notre collègue qui arrivait au Parlement, puisqu'elle a remplacé, je sais pas, c'est Sylvie, j'ai mangé son nom, mais Isabelle Santiago. Voilà, merci. Et il y a eu aussi une résolution, elle n'a pas eu le même vote, mais elle est passée majoritairement et c'était important. À la suite de ça, effectivement, comme l'a dit Marc, j'ai été invité par Olivier Faure à faire partie de la délégation qui s'est rendue du 5 au 8 sur place, décembre, sur place. Alors, si vous voulez, Aïda a commencé à aborder un certain nombre de choses, notamment c'est ce conflit. Alors, moi, je rejoins ce que vient de dire Hilda, ça n'est pas une guerre de religion. Bon, une partie de la droite veut le voir comme ça. Cela dit, quand on rentre dans le détail, l'Azerbaïdjan, c'est des chiites, ils ont été aidés par des djihadistes qui sont des sunnites. Je ne suis pas sûr que… Voilà. Après, il y a eu des armes qui ont été vendues par Israël. Et la discussion que j'ai eue avec le président d'Artsakh, c'est que pour lui, ce conflit, en fait, c'est une première étape pour la Turquie dans une guerre qui se prépare contre l'Iran. Et si vous prenez les accords russes et si on regarde la carte à nouveau que Hilda a montrée, la fameuse région qui se trouve à l'ouest et qui est rattachée à l'Azerbaïdjan, mais qui ne naît pas dans l'Azerbaïdjan, qui est séparée par l'Arménie avec l'Artsakh, eh bien, dans les accords, on parle de faire un couloir, une espèce de route. Alors, on ne sait pas bien comment pour le moment. Voilà, vous allez le voir, elle passe au sud et vous voyez l'Arménie là qui va toucher l'Iran.
Elle passerait le long de cette frontière, on ne sait pas comment, mais vous voyez bien que ça ferait une continuité à ce moment-là qui est revendiquée par l'Azerbaïdjan, mais vous voyez bien que cette fameuse région qui est à l'ouest, elle touche la Turquie. Et donc, on peut considérer qu'on lirait, on permettrait à la Turquie de rejoindre beaucoup plus facilement et de faire passer ce qu'elle veut du côté de l'Azerbaïdjan. Est-ce qu'on peut voir l'autre carte qui est plus précis, Gilbert? Oui, l'autre, voilà, ça, celle-ci. Voilà. Donc, on le voit mieux, effectivement. Cette république autonome, elle touche la Turquie. Et donc, si vous faites un couloir, je ne sais pas comment il est envisagé, vous reliez la Turquie à l'Azerbaïdjan. Et donc, c'est la crainte du président du Haut-Karabakh que se prépare ici une guerre contre l'Iran, d'où le fait que Israël a vendu assez facilement du matériel de guerre à l'Azerbaïdjan. C'est une hypothèse parmi d'autres. Simplement, ce qu'a dit tout à l'heure Hilda et l'inquiétude qu'avaient mes collègues parlementaires de l'Arménie, c'est ces fameux exercices militaires qui se sont déroulés et qui ont permis, tout compte fait, à la Turquie déjà de faire passer du matériel du côté de l'Azerbaïdjan et était déjà dans la préparation de ce conflit. Alors, est-ce que pendant qu'on a la carte, est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Regardez la frontière entre la Turquie et la République autonome du Nakhitchevan. Vous voyez ce tout petit couloir-là, très étroit. Voilà, là, ici. Eh bien, ce couloir n'existait pas à l'origine, lors de la création du Nakhitchevan soviétique, de l'Arménie soviétique, etc. Dans les années 30, la Turquie a racheté à l'Iran une partie de la frontière pour ouvrir une voie sur le Nakhitchevan pour de futures et possibles manœuvres qui est en train de se réaliser aujourd'hui. C'est-à-dire le couloir dont parle Gilbert Luc au sud de l'Arménie devrait venir donc de la Turquie, passer par le Nakhitchevan, couper l'Arménie et arriver en Azerbaïdjan comme ça. D'où l'importance de la conquête des territoires qui se trouvent autour du Haut-Karabakh à droite, donc Stepanakert et la partie marron. Voilà, j'ai interrompu Gilbert Luc, excuse-moi. Non, mais écoute, alors après, on peut aussi, parce que ce conflit a duré 45 ou 44 jours, et je reviendrai dessus parce qu'il a des conséquences terribles pour l'Arménie, mais on peut aussi se poser la question pourquoi la Russie intervient à un moment donné, pourquoi elle intervient le 9 novembre, pourquoi elle n'est pas intervenue avant. Moi, ce qu'on voit, c'est quand on a été sur place, la Russie a effectivement assuré la protection de notre délégation et elle a tenu, en termes de communication, absolument à ce qu'on leur en parte avec l'idée que les soldats russes qui étaient là étaient des soldats de la paix. Et moi, ce que je constate aussi, c'est que la Russie a trouvé aussi un moyen, par ce conflit, à être présent sur des terres de l'Azerbaïdjan. Elle dit qu'elle est là pour 5 ans. Moi, je pense qu'elle est là pour plus longtemps. Et je pense que le dictateur, celui qui dirige l'Azerbaïdjan, aujourd'hui, il tire gloire de cette victoire. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi payant à long terme, puisque jusqu'à présent, tous les malheurs du peuple de l'Azerbaïdjan étaient expliqués par la perte du Haut-Karabakh, etc., etc. Aujourd'hui, c'est un discours qui ne peut plus être tenu.
Et les Russes sont présents sur ce territoire et, à mon avis, pour un moment. Côté arménien, il faut quand même noter que le président du Haut-Karabakh, comme du côté du pouvoir politique arménien, ben, les Russes sont considérés aujourd'hui comme des protecteurs. Voilà. Et il y a aussi ce que j'ai noté dans toutes les rencontres qu'on a faites, c'est que les Arméniens, aussi bien du côté du pouvoir arménien que du pouvoir de Artsakh, c'est de demander à la France de tenir sa place dans le groupe de Minsk et de faire en sorte que les négociations reprennent, parce que au niveau de la présidence du Haut-Karabakh, aujourd'hui, avant la guerre, cette république avait 12 000 km². Aujourd'hui, elle est ramenée à 4 400 km². Et en fait, si on pense à géographie, c'est une capitale qui est entre deux montagnes. Elle n'est pas viable. Donc là aussi, on peut se poser la question pourquoi la Russie intervient à un tel moment et à un moment où tout compte fait, ce qui va rester de cette république n'est pas viable. Et donc aujourd'hui, le pouvoir de cette république, c'est d'essayer de récupérer 2000 km² de terres agricoles qui permettent à ce moment-là d'être un peu plus viable. Et quand je dis ça, ça veut dire que cette république, elle a perdu les 3/4 de son territoire. Et on estime à 90 000 personnes qui ont été déplacées. Et même si les Russes assurent une protection de ce qui reste de cette république, il y a 35 000 personnes qui ne retrouveront jamais leur territoire, puisqu'aujourd'hui, ils sont passés du côté de l'Azerbaïdjan. Alors, sur place, nous, on a rencontré des médecins français, parce qu'il faut quand même reconnaître que la France, c'est le seul pays avec ses collectivités territoriales et ses associations qui s'est fortement mobilisé pour venir en aide à ce qui se passait pendant ce conflit. Et tout à l'heure, Hilda a parlé d'une nouvelle forme de guerre. Oui, c'est une nouvelle forme de guerre. Et c'est pour ça que c'est important que nous, on mémorise bien le fait que ça n'est pas très loin de là où nous, on vit. Et c'est effectivement une nouvelle forme de guerre. Tous les militaires le reconnaissent. C'est une guerre où les drones ont joué un rôle essentiel et ont permis à l'Azerbaïdjan, grâce à la Turquie et grâce à ce qu'a fourni Israël, d'avoir une supériorité militaire que ne pouvaient pas avoir les soldats arméniens et du Haut-Karabakh. Et les drones permettaient à la fois d'avoir une vue sur le territoire. Il faut aussi savoir qu'il y a eu des armements qui sont prohibés, qui ont été utilisés, des bombes à fragmentation, des bombes au phosphore. Et ces éléments-là sont prouvés par nos médecins quand ils sont venus s'occuper des blessés. Alors, il faut retenir que c'est une nouvelle forme de guerre. Il faut aussi voir qu'en 44 jours, vous avez eu 10 000 blessés, 5 000 morts. C'est-à-dire qu'au total, ça fait 15 000 jeunes. Et c'est terrible quand vous allez au cimetière militaire à Erevan. 15 000 jeunes qui soit ont trouvé la mort pour 5 000 d'entre eux, 10 000, et sur les 10 000, vous avez 6 000 blessés, mutilés gravement. Ce que je vous dis, c'est des médecins qu'on a rencontrés sur place. Bon, je vais faire un parallèle avec la guerre de 14. Vous avez 6 000 personnes qui se trouvent dans des situations de gueule cassée, hein, pour ainsi dire, avec des brûlures terribles, parce que les bombes au phosphore, ça a des conséquences incroyables. Et si vous savez qu'en Arménie aujourd'hui, vous avez 35 000 naissances, si vous divisez par 2, ça vous donne le nombre de garçons qui naissent par an. Bah,
on peut considérer que c'est une génération qui, en 44 jours, a été réduite à néant. Et dans un pays qui ne fait que 3 millions d'habitants, un pays qui n'est malheureusement pas très riche, qui a beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire, et notamment dans tout le numérique. Mais c'est énorme pour un pays de 3 millions d'habitants, en sachant qu'un certain nombre de jeunes Arméniens ne trouvent pas les conditions idéales pour rester en Arménie et ont tendance à partir. Donc, ce que je vous donne, c'est les éléments qu'on a eus des médecins. Au moment où on y était, les médecins, vis-à-vis des blessés, faisaient le maximum. Mais là, on est au mois de février, mois de mars, mois d'avril. Au mois d'avril, c'est-à-dire 4 mois après le conflit, on va rentrer dans un gros problème parce que les blessés qui ont été soignés, il va falloir les appareiller. Pour les appareiller, il n'y a pas forcément toute la compétence en Arménie. Donc, il faut trouver des organismes non gouvernementaux et des finances pour aller aider. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que vous allez avoir des personnes qui, là, pour le moment, on les a vues, sont dans des lits, mais dans 4 mois, vont prendre conscience de la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc, il va falloir que ces soldats s'acceptent tels qu'ils sont. Et un deuxième problème, il va falloir aussi que la société arménienne accepte l'ensemble de ces blessés. Et donc, c'est toute une problématique qui arrive, en sachant que les médecins français souhaitent qu'il y ait un renfort sur ce qu'on appelle l'aide psychologique, un mot qui, a priori, n'est pas utilisé quand on est en Arménie. Je voulais insister sur ce point parce qu'il est extrêmement terrible pour l'Arménie. Et en même temps, il faut savoir que les collectivités, beaucoup de collectivités françaises se sont mobilisées. Parfois, on a l'impression que quand on vote une résolution, un texte dans un conseil municipal demandant la reconnaissance du Haut-Karabakh, ça n'a pas beaucoup d'effet parce que ce n'est pas très relayé par les médias françaises. Quand vous êtes en Arménie, psychologiquement, toutes les personnes qu'on a rencontrées, même au Karabakh, étaient au courant et ça a apporté une aide psychologique énorme pour l'ensemble des personnes qui se sont retrouvées dans ce conflit. Donc, au passage, je le dis, on doit encore pouvoir, dans des conseils municipaux, faire des vœux. La situation est loin d'être terminée et le fait que cette République soit reconnue est loin, pour le moment, d'être gagné. Alors, nous, sur la métropole de Lyon, c'est un autre point sur lequel je veux insister, on a une relation avec une université à Erevan, qui est une université qui est l'UFAR, qui est une université importante qui forme les cadres de l'Arménie et qui les forme par l'enseignement en français et qui est lié à Lyon 3. Et il y a un nouveau recteur, et le nouveau recteur a revu le projet de cette université qui doit se rapprocher géographiquement de Tumo et qui a un projet peut-être sur le plan financier moins ambitieux, mais en fait beaucoup plus réaliste à mettre en place et qui recherche 1 800 000 € d'aide pour pouvoir asseoir ce projet. Alors, je tiens à témoigner que quand j'étais au Karabakh, j'étais sur la ligne de front. Alors évidemment, c'était les garçons qui étaient sur la ligne de front, qui parfois, psychologiquement, se demandaient ce qu'ils faisaient là toute la journée, puisque le conflit était gelé, sauf que ça faisait un mort ou un blessé par semaine, parce que de temps en temps, il y avait un tir d'un snapper de l'autre côté. Et le reste de cette République, elle fonctionnait sur des jeunes filles qui n'étaient pas au front. Et la plupart des jeunes filles que j'ai rencontrées parlent un français excellent, sans accent, et n'ont jamais mis les pieds en France. Et c'est lié à l'enseignement qui est dispensé à l'UFAR. Et en sachant qu'aussi, à la capitale d'Arménie, on a une école Anatole France qui va de la maternelle jusqu'au bac
et qui fait là aussi de l'enseignement en français. Donc, il y a une continuité. Et cette université est donc liée à la nôtre. Et je pense, pour ça que j'avais interpellé le vice-président, qui est notre camarade Jean-Michel, à ce sujet, parce que j'espère que, même si nous, on a des difficultés financières, on continuera notre effort, voire il faudrait l'augmenter et mobiliser, bien évidemment, toutes les associations pour asseoir ce projet qui est le moyen de faire en sorte que la jeunesse arménienne ne fuit pas ce pays, mais reste bien en Arménie. Et un pays ne peut pas se développer sans garder sa jeunesse. Et donc, je vous ai dit, le point important des vœux de nos collectivités, on ne le mesure pas en France, mais on le mesure quand on est en Arménie, et j'espère qu'il confirmera ce point de vue. Maintenant, ce que je tire, moi, de ce conflit, c'est que, et ça interpelle, nous, la France, mais pas que la France, ça interpelle aussi notre construction européenne. Et vous avez vu que dernièrement, la diplomatie européenne s'est fait ridiculiser par le pouvoir russe. Ça interpelle là-dessus, mais vous savez aussi que l'Allemagne, pour certains gazoducs, bon, ça montre toute la difficulté, mais depuis que le mur de Berlin est tombé, on nous a un peu bassinés en nous disant l'histoire est terminée. En fait, l'histoire, elle se réécrit autrement. Et aujourd'hui, elle s'est réécrite avec des empires, des grands empires. Et c'est en écoutant les amiraux français que j'ai commencé à piger un certain nombre de choses. En 2018, quand on les auditionnait, nos amiraux disaient, vous savez, aujourd'hui, notre marine, elle a plus en plus de mal à circuler librement sur les mers, en Méditerranée, sur les eaux internationales. Il y a une pression de la Chine, une pression de l'Inde, de la Russie. Et les amiraux commençaient à attirer notre attention sur le fait que les grands empires, comme ils les appellent, avaient l'intention progressivement de faire une pression pour remettre en cause la libre circulation de nos navires, qu'ils soient militaires ou civils ou commerciaux, sur les eaux internationales. Et je pense que cette orientation, elle est en train de s'asseoir. Et la Turquie, elle est aussi dans cette logique de vouloir devenir ou de rêver de redevenir un empire. Et la politique d'Erdogan, qui est une politique de revenir, je ne sais plus comment, sur l'empire turc en quelque sorte. Vous avez vu que là, il est en train de changer légèrement son fusil d'épaule, mais il a attaqué tous azimuts, la Grèce, la Méditerranée, la recherche pétrolière. Et ce pays est rentré dans cette logique-là, et nous n'y prêtons pas assez attention. Et je reviens sur ce que disaient les députés arméniens, nous ne prêtons pas assez attention à ce que dit à la fois Erdogan et ce que dit l'Azerbaïdjan. Ils se sont rencontrés et Erdogan a dit en Azerbaïdjan qu'ils allaient terminer le travail de leurs grands-parents. Vu en France, vu en Europe, on a tendance à ne pas y prêter attention. Eh bien, moi, les contacts que j'ai maintenant avec mes amis députés arméniens, je dis, faites attention, faisons attention, parce que ces gens-là, eh bien, ils vont faire ce qu'ils disent, dès qu'ils en auront l'intention, et ça n'est pas des paroles en l'air. Et ce conflit, pour moi, c'est deux démocraties, l'Arménie et la République du Haut-Karabakh, deux démocraties qui se sont fait mettre en difficulté par deux régimes autoritaires. Et si vous prenez l'évolution de notre bloc aujourd'hui, les systèmes démocratiques reculent un peu de partout. C'est vrai pour les journalistes, c'est vrai pour ce qui vient de se passer sur un certain nombre de conflits, et ça va être vrai pour la France avec un certain nombre de lois qui sont en train de s'inscrire au nom d'assurer notre sécurité. Merci Gilbert Luc.
la parole est à qui veut bien la prendre, tout en ayant salué, puisqu'on parlait des villes, et c'est Gilbert Luc qui parlait des vœux des conseils municipaux qui sont importants et qui ont une répercussion là-bas en Arménie. Ça me donne la possibilité de saluer Dominique et Pierre Crédos. J'ai vu passer Pierre Crédos, je parlais tout à l'heure du jumelage de Dessine avec Stéphane Havan. Et saluer aussi Jean-Paul Brett qui s'est aussi connecté, qui est depuis, historiquement et depuis très très longtemps en tout cas, un grand défenseur de la cause arménienne dans ses différents mandats, et encore aujourd'hui. Celui qui veut la parole… Si tu me le permets, Jean-Paul, quand il était député, c'était le rapporteur pour la reconnaissance du génocide arménien par la France. Et j'ajouterais que Jean-Paul Brett a tenu tête à l'administration qui voulait dénoncer l'accord de coopération, enfin les chartes d'amitié de toutes les municipalités et de toutes les collectivités françaises avec le Haut-Karabakh. Exactement. Qui veut poser une question? On peut… Salut Jean-Paul, qui a remis sa vidéo. On parlait de toi, tu as entendu, je pense. Si Jean-Paul veut développer ce qu'il a entendu, c'est bien volontiers. Ça pourra permettre de lancer le débat. Non, simplement, j'ai trouvé que ces deux propos introductifs, mais qui font l'essentiel finalement de l'information, que ce soit Hilda ou que ce soit Gilbert Luc, étaient très, très bien documentés. Hein. Hilda a évidemment apporté sa connaissance, je dirais, historique de la situation, avec beaucoup de précision, et Gilbert Luc lui a donné aujourd'hui la dimension politique que ça doit avoir. Bon, moi, effectivement, ça reste aujourd'hui dans les missions que je vais conduire, ou en tout cas dans les préoccupations que j'ai, une de celles que je conserve par rapport à d'autres, où je prends nécessairement du recul, mais pas pour celle-ci. Donc, je vais être amené à me rendre prochainement, même si la date n'est pas tout à fait fixée, en Arménie ou au Karabakh, avec, après un contact avec… Enfin, un contact, d'abord, je le connais depuis longtemps, le représentant en France du Haut-Karabakh, Vanessa Gevorkian, avec l'ambassadrice d'Arménie en France aussi, que je connais depuis longtemps. Enfin, ça fait un peu ancien combattant, excusez-moi. Mais c'est vrai que ça aide aussi un petit peu dans les relations. Et j'irai avec, je l'espère, le maire de Villeurbanne, en tout cas, qui a manifesté l'intention au printemps prochain. Alors, au printemps, bon, voilà, on va en rester pour l'instant sur une date, plus c'est lié quand même aussi à la situation sanitaire. Hein. Donc, voilà, on est obligé d'avoir cette prudence-là. Je pense que dans l'immédiat, en partageant l'analyse un peu géostratégique de Gilbert Luc, hein, sur bien des points, sinon la totalité, il faut que nous soyons présents. Gilbert Luc a eu raison de dire que les petites choses que l'on fait ont une grande répercussion en Arménie et au Karabakh. Donc il y a une dimension psychologique, enfin je me suis un peu l'appeler psychologique, enfin symbolique importante. Et puis il faut aussi, je pense, concentrer au-delà de ça, dans un premier temps, nos actions sur les populations qui sont déplacées, parce qu'il y en a encore beaucoup qui se trouvent ou à Yerevan, ou au nord Varténis, donc dans la partie où il y avait eu cette route qui a été coupée. Donc on a des situations sanitaires qui sont extrêmement tendues. Et c'est sans doute là que l'action des villes, même si elle reste modeste, peut-être à l'échelle internationale, elle reste de l'ordre de quelques milliers d'euros, enfin, je ne veux pas donner de chiffres, mais enfin, elle compte quand même, et pour un certain nombre d'associations franco-arméniennes qui interviennent sur ce territoire, enfin, dans ce cadre-là, elles sont importantes. C'est important aussi qu'elles s'inscrivent un peu dans la durée, en fait, je ne veux pas dire ce que je vais proposer, j'attends un peu. D'abord parce que je pense qu'il faut voir, il faut un peu analyser la façon dont les choses se déroulent, mais je pense que l'action à caractère humanitaire, de solidarité, d'aide
ce que Gilbert Luc a développé au niveau de la santé, hein, enfin voilà, et de la réinstallation aussi à Stepanakert d'un certain nombre de personnes, parce que ce n'est pas tout à fait quelque chose qui est gagné. Hein. Il faut quand même imaginer que faire revenir des gens sur un territoire qui aujourd'hui est dans une situation réduite par rapport à avant, plus isolée. Donc c'est là que nous devons agir. Voilà, donc moi je resterai présent, mais j'apprécie que Gilbert Luc, en tant que président du groupe d'amitié au Sénat, soit dans une belle analyse et qui contribue à inscrire tout le travail politique que l'on a pu mener dans une certaine continuité. Merci Jean-Paul. Qui veut la parole? Moi, je veux bien. Oui. Pardon? Vas-y, alors je ne sais pas si y avait une autre question, mais je veux bien poser une question. Eh bien, vas-y Pierre. C'est une question, je ne sais pas si elle est simple, mais rapide. C'est quoi la position de la France et l'action de la France et pour le coup de l'appareil État et de la diplomatie française, de Jean-Yves Le Drian et d'Emmanuel Macron sur ce conflit? Alors moi, je peux répondre un peu, et puis je pense que Gilbert Luc a beaucoup plus de choses à dire que moi. Je dirais que ce conflit est arrivé à un moment où il y a des tensions entre la France et la Turquie. Et Emmanuel Macron a été le seul à dire les mots et à dénoncer l'agression du Karabakh par la Turquie, l'Azerbaïdjan avec les djihadistes, etc. Donc, il a été à la veille il me semble, en octobre, à la veille, quelques jours après le conflit, à la veille du Conseil européen, il avait l'intention, en tout cas, de condamner au nom de l'Europe, avec le reste des représentants des chefs d'État européens. Et a priori, l'Allemagne a freiné ce mouvement, mais pas seule. Je pense que tous les chefs d'État des pays de l'Est qui ont en tout cas, je ne dis pas conflit, mais en tout cas de mauvaises relations avec la Russie, vu leur histoire, se sont opposés à une position commune pour condamner l'agression de l'Arménie et de l'Artsakh. Donc, ça a été ça. Mais de l'autre côté, on se demande s'il n'y avait pas un partage des rôles entre Emmanuel Macron et Le Drian. Le Drian a toujours eu une attitude, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, a toujours eu une attitude très équilibriste entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, en disant qu'on a des relations privilégiées avec l'Arménie, mais aussi nous sommes des partenaires avec l'Azerbaïdjan. Vous savez que la France a vendu quand même des satellites et les Spot-7 à l'Azerbaïdjan qui ont certainement été utilisés contre les Arméniens pendant la guerre. Il a toujours voulu jouer l'équilibre entre les deux en disant que la France fait partie du groupe de Minsk et qu'elle ne peut pas prendre position du côté arménien et ne peut pas avoir une position pro-arménienne. Donc, il y a cette ambiguïté entre la première position de Macron et la position constante du Quai d'Orsay sur cette affaire. In fine, les déclarations de Macron sont restées lettres mortes, même s'il y a donc, au niveau politique, il n'y a pas eu de prise de position très courageuse, et en tout cas, la France seule ne pouvait pas aller plus loin que les déclarations de Macron, mais tout cela s'est transformé en soutien moral et ensuite en soutien humanitaire de l'Arménie pour limiter les conséquences de la guerre du Karabakh. Voilà en tout cas mon sentiment de la position de la France sur cette question. La question est aujourd'hui beaucoup plus vaste, comme disait Gilbert Luc, c'est quelle est la position de la France qui, de fait, a été exclue de la résolution
d'un conflit qui n'est pas résolu. Hein, ce n'est pas une résolution. La fin de la guerre ne constitue pas une résolution du conflit. La France est éliminée comme le groupe de Minsk en tant que format. Il faut dire aussi que la guerre a eu lieu à un moment où les États-Unis étaient préoccupés et très, très occupés par les élections présidentielles. Donc, les États-Unis sont restés, à part quelques déclarations de forme, les États-Unis sont restés hors jeu. Or, aujourd'hui, la communauté internationale représentée par le groupe de Minsk est éliminée de cette affaire. La Russie est sur place. On ne sait pas pour combien de temps, théoriquement pour 5 ans, et au bout de 5 ans, les deux belligérants, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, doivent décider si on veut la présence des Russes sur place. La Russie c'est aussi une ambiguïté, a gagné par sa présence dans la région qu'elle avait perdue depuis l'indépendance, c'est-à-dire l'Union soviétique s'est retirée de la région avec les indépendances des républiques de l'ex-URSS, et la Russie, pour la première fois depuis plus de, je ne sais plus combien de centaines d'années, en tout cas depuis au moins 200 ans, la Russie a laissé entrer l'armée turque dans ces régions. Donc, il y a ce double mouvement, victoire ou défaite de la Russie, on ne sait pas exactement. Je veux dire, on peut discuter longuement de cette affaire. Voilà, pour ce qui concerne la France, je crois que la France aujourd'hui essaye de parler de choses qui n'ont pas été réglées. Par exemple, le statut du Haut-Karabakh qui n'est plus discuté aujourd'hui et qui est remis à plus tard, le statut d'indépendance du Haut-Karabakh dont on parlait et dont la France, pendant les négociations, ni la France, ni la Russie, ni les États-Unis n'ont jamais parlé. En tout cas, on a toujours remis à plus tard la question de la reconnaissance internationale du Haut-Karabakh. Mais la France aujourd'hui veut revenir dans le jeu et c'est tout à fait logique que le groupe de Minsk reprenne le contrôle de la situation quelque part, si c'est possible, si la Russie et la Turquie le veulent bien et les laissent faire pour cela. Avant que Gilbert Luc, dans le chat, Muriel Pernin, même si Hilda a largement répondu à la question, voulait demander justement à Gilbert Luc comment il perçoit à l'instant T l'état du groupe de Minsk, ou ce qu'il en reste en tout cas. Écoute, il est exactement dans le même état qu'avant le conflit. Pour le moment, rien ne se passe et nous, au Sénat, j'ai souhaité que l'on auditionne notre ambassadeur, Visconti. Simplement, vous voyez bien que réunir le groupe d'amitié avec la Covid qui nous pénalise, c'est un peu compliqué. Simplement, on devrait le faire début mars. Il faut aussi qu'il soit en France, comme on voudrait aussi auditionner Lacoste, notre ambassadeur de France en Arménie, qui est quelqu'un de très ouvert. Et bon, il a ses obligations d'ambassadeur, mais je pense qu'il a une bonne analyse des choses. Cela dit, pour le moment, moi, sur le groupe de Minsk, je ne vois rien. Hilda vient d'évoquer le fait que tout ça se passe à un moment où les États-Unis, ils sont en campagne électorale. Et puis, de toute façon, ils ont à la tête Trump. Et Trump, malheureusement pour l'Arménie, son arrivée va bouleverser beaucoup de choses parce qu'avant son arrivée, comme vous l'avez vu, l'Arménie a une frontière commune avec l'Iran et l'Arménie a de bonnes relations avec l'Iran. Il y a d'ailleurs des familles arméniennes qui qui ont vécu en Iran. Il y a de très bonnes relations. Et avant l'arrivée de Trump et le changement de position des États-Unis, on pouvait imaginer que l'Arménie devienne une espèce d'ouverture sur un marché de 80 millions. Et ça a attiré un certain nombre d'entreprises, y compris françaises. Depuis, ça a malheureusement reculé. Mais si je dis cela,
c'est pour revenir à ce qu'a dit Hilda. Je partage ce qu'elle vient de dire. Moi, quand j'avais rencontré en revenant du Congrès international de la francophonie, dans l'avion présidentiel, Macron a réuni les parlementaires. J'étais le seul de gauche et le seul sénateur. Et autour de la table ronde, il partait sur des élections qui allaient avoir lieu, les élections européennes. Donc gentiment, j'ai dit, si c'est une réunion de LRM, je vais retourner à mon siège. Et Macron a rectifié le tir et on est venu à parler de l'Arménie et j'ai soulevé le problème du Haut-Karabakh. Et là, à ce moment-là, j'ai quand même noté que Macron était quand même pas au courant de tout, puisque quand je lui parlais de la reconnaissance, pour un peu, il allait me dire oui, on se rend compte, on en parle, etc. Et Le Drian, qui est autour de la table, coupe court et ramène les points sur les i en disant on ne reconnaît pas cette république, et il y a le groupe de Minsk et a coupé court à la conversation. Mais bon, par contre, je reconnais ce qu'a dit Hilda. Macron a essayé d'intervenir, mais tu le dis bien, Hilda, il y a un jeu entre son ministre des Affaires étrangères et lui. Voilà. Et il y a aussi en Europe, pour le moment, une position qui n'est pas la nôtre, de l'Allemagne, avec des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et ça me conduit à rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne comprend pas que dans le groupe de Minsk, la France la co-préside avec la Russie et les États-Unis, on se soit laissé comme ça neutraliser. La Turquie est dans le groupe de Minsk. Je suis désolé, mais elle a été acteur dans le conflit. Et ce n'est pas parce qu'elle était dans le groupe de Minsk qu'elle a dit… La Turquie essaye d'arriver à la coprésidence depuis le début. Oui, qui essaye d'arriver à la coprésidence. Donc, ça renvoie sur nous, Européens, sur des problèmes de la construction européenne. J'espère que la crise de la Covid nous fera évoluer, non pas sur un terme que j'aime pas, qui est le souverainisme, mais sur le fait qu'il y a certains secteurs où il faut qu'on redevienne indépendant. Et il faut qu'on prenne conscience que les États-Unis, c'est plus eux qui vont assurer notre sécurité. Donc, ça pose le problème de la défense au niveau européen et ça pose aussi le problème d'une diplomatie qui est quand même qui n'est pas aujourd'hui, qui n'est pas harmonieuse entre les 27. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de difficultés. Mais il me semble que l'évolution du monde doit nous conduire à réfléchir là-dessus. Et au sein du Parti socialiste, puisqu'on est on est dans une fédération du Parti socialiste, il faut se reposer aussi ces questions militaires, de défense militaire, etc., etc. Et regarder la réalité du monde. La France toute seule avec ses petits bras, elle sera quantité négligeable par rapport à aux grands empires qui sont en train de se mettre en place. Et donc, il va falloir aussi qu'on se positionne sur des aspects très délicats au niveau européen, que sont la diplomatie européenne et une défense européenne. Et on va faire ça au moment où l'Angleterre, qui est une puissance militaire importante, quitte l'Europe. Une autre question. Iclef. Allô? J'avais levé la main, mais bon. Pardon, Jacques Balandian d'abord, excuse-moi, oui. Jacques. Et ensuite, oui, bonsoir, chers camarades. Donc, Jacques Balandian, je suis membre de la section du 3e et élu d'arrondissement à la délégation sport du 3e arrondissement. Voilà, écoute, moi j'ai connu l'Artsakh avec Jean-Paul, avec la délégation qu'on est allés tous ensemble à Stepanakert. Voilà pour la petite histoire. Et puis j'ai participé aussi à la demande de vœux au niveau de la municipalité de Lyon. J'ai deux questions concernant aujourd'hui la voie de chemin de fer qui est dans ce plan de cessez-le-feu. Cette voie de chemin de fer existait déjà pendant la période soviétique. Donc, elle allait de Yerevan, elle passait par le Nakhichevan, elle repassait par
le Zangezur, voilà, proche de la frontière de l'Iran, pour repartir en Azerbaïdjan. Aujourd'hui, ce qui me chagrine un peu, c'est sur la gouvernance de cette voie de chemin de fer ou de cette route. C'est pas très clair. Est-ce que l'Arménie aura un droit de douane ou pas? Sinon, si elle ne l'a pas, alors ça c'est encore catastrophique pour l'Arménie parce que ça l'isole encore plus. Et un deuxième point, c'est le relationnel qu'a l'Arménie avec la Russie. Il faut savoir que quand même, l'Azerbaïdjan, ça reste une zone d'influence de la Russie. On ne vient pas, on ne fait pas tout ce qu'on veut comme ça sans que la Russie donne son accord. Quand j'ai su qu'il y avait encore les F-16 turcs en Azerbaïdjan, après les manœuvres, là, je dis là, c'est pas bon et c'est pas bon du tout. Et cette passivité de la Russie, qui pour moi est-ce que ça n'a pas été justement une volonté de la Russie de vouloir un peu sanctionner, on va dire les choses comme elles sont, l'Arménie en disant, eh bien, je reste passif, je laisse faire, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, avec le gouvernement arménien et entre Moscou et Erevan, ça n'allait pas du tout ces deux dernières années. Et mon sentiment, c'est Poutine a laissé faire en disant, voilà, sans moi, aujourd'hui, dans la région, tu ne peux pas te défendre comme tu le souhaites. Je résume, hein, je schématise un peu, hein, je prends un peu des raccourcis, mais en tout cas, c'est mon sentiment. Voilà. Iclef. Est-ce qu'on peut faire peut-être une réponse on fera une réponse couplée, Jacques, si ça ne te dérange pas. Oui. Iclef va poser sa question et Hilda et Gilbert Luc répondront dans la foulée. Vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà. Alors, il ne s'agissait pas vraiment d'une question, mais c'était plus pour partager un témoignage, une expérience du coup d'élu local au sujet de la coopération, au sujet de la coopération internationale sur cette question, puisque naturellement, il y a un impact dans ce conflit sur nos politiques de coopération internationale. Au départ, lorsque nous avons hérité de cette délégation, on envisageait des projets de coopération décentralisée avec Stepanakert, en tout cas pour ce qui est de Villeurbanne, et notamment avec tout ce qui est relatif au numérique, au domaine numérique, avec l'unité de la doigt, puisque c'est vrai qu'il y a quand même des réalisations à Stepanakert qui sont très à la pointe, et on voulait créer une émulation au sujet des jeunes étudiants sur certains projets, avec un groupe de travail que j'avais organisé, que j'avais mis en place. Puis l'actualité de ce conflit nous a forcément un petit peu mis en retrait, en tout cas en ce qui concerne ces projets par rapport à ces réalisations. Et c'est un petit peu triste parce que nous, quand on a hérité de ces délégations, on ne s'imaginait pas qu'on serait au milieu, si je peux le dire ainsi, d'une contribution à la hauteur de nos moyens dans une gestion de crise comme celle-ci. Ce n'est pas le rôle d'une ville, naturellement, d'intervenir dans ce conflit, mais nous, dans le cadre de la charte d'amitié, il s'agit quand même de populations avec lesquelles nous avons tissé des liens, et des liens de nature culturelle, de nature ici universitaire, qu'on envisageait de réaliser. Et c'est sûr que c'est vrai que ça nous a quand même impacté, et voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, et nous le déplorons. Alors on essaie d'accompagner comme on le peut, mais c'est vrai que voilà, de notre point de vue aussi, voilà comment nous vivons les choses, de nous sommes, si je peux le dire ainsi, du bon côté du globe, apaiser ce conflit. Voilà. Merci Clef. Des réponses aux deux questions du coup de Jacques sur la ligne de chemin de fer et leur relation entre l'Arménie et la Russie. En fait, Jacques a donné les réponses aussi de ces questions.
parce qu'il a parlé du couloir qui doit relier le Nakhichevan avec l'Azerbaïdjan, donc pour permettre aux personnes et aux marchandises de transiter par l'Arménie pour arriver jusqu'en Turquie, voire par le Nakhichevan aller en Iran. Tout ceci est encore extrêmement vague. C'est l'idée qui est signalée dans l'accord de 9 points du 5 novembre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Or, le diable se cache dans les détails, et donc dans cette affaire, rien n'est acquis, rien n'est encore décidé. L'Arménie a tout intérêt à tout faire pour garder sa souveraineté sur son territoire d'aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a de graves problèmes de frontières qui sont en train de se poser aujourd'hui, dans la mesure où avec l'indépendance, au moment de l'indépendance, il y avait donc déjà la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et c'est les territoires qui coupaient le territoire du Kelbajak, par exemple, qui est du couloir de Lachin, qui reliait avec un tout petit couloir l'Arménie au Karabakh, a été étendu avec les victoires arméniennes. Et il y a donc, comme je disais tout à l'heure, il y a de graves problèmes de frontières qui se posent, comme partout ailleurs en ex-URSS, puisque ce sont les frontières internes qui ont bougé pendant l'époque soviétique. Et aujourd'hui, on ne sait pas quelles sont les vraies limites de l'Arménie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, à la faveur de Google Maps, de GPS, les soldats azéris arrivent dans les villages arméniens en disant « ce village nous appartient ». Et il y a donc une cacophonie totale dans cette affaire de délimitation des territoires, etc. Moi, je suis responsable de Radio Arménie et nous avons envoyé donc 2 personnes qui sont allées enquêter pendant une semaine, la semaine dernière encore, ils viennent de rentrer, dont une universitaire à Tallinn Termination de la Sorbonne, et qui est co-directrice de l'Observatoire des pays de l'ex-URSS, pour voir quelle est la vraie situation sur le terrain dans le sud de l'Arménie. Donc, ce qui se pose aujourd'hui, c'est la question de l'intégrité territoriale de l'Arménie dans le sud et la question du passage de la route, autoroute, ou chemin de fer, etc., qui va traverser le sud de l'Arménie, fait partie de ces questions. Voilà, donc je pense que c'est une question cruciale qui va se poser dans les mois à venir à l'Arménie. Et si l'Arménie a suffisamment de savoir-faire et d'intelligence, je pense que ce problème ne sera pas extrêmement dangereux pour l'avenir de l'Arménie. Le deuxième, c'était l'attitude de la Russie. Eh bien, l'attitude de la Russie, c'est assez complexe parce que la Russie et la Turquie ont des intérêts communs économiques et voire stratégiques très importants. D'aucuns parlent d'un accord entre la Turquie et la Russie pour l'Asie centrale, c'est pour se partager le gâteau des pays turcophones de l'Asie centrale. Il y a d'énormes intérêts économiques et il y a bien entendu des intérêts stratégiques de partage d'influence au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, voire en Libye. Donc, je pense que la question est extrêmement complexe alors, moi, personnellement, je ne crois pas trop au fait que la Russie a tardé à intervenir parce que Poutine n'aimait pas Pachinian. Je crois bien entendu que Pachinian a fait beaucoup de bêtises, beaucoup d'incohérences. Il y a eu énormément de hauts et de bas dans les relations avec la Russie. Mais je pense que les intérêts de la Russie avec la Turquie, les intérêts économiques et stratégiques de la Russie avec la Turquie ont pesé beaucoup plus que ces petites fâcheries de Pachinian vis-à-vis de Poutine. Merci Hilda. Une dernière question, puisqu'on s'était dit qu'on faisait 1h30 et qu'on est arrivé à 20h30. Gilbert Luc, peut-être une précision. Non, simplement, Hilda
a bien répondu. Après, bon, on ne sait pas bien, aujourd'hui c'est le flou. En tous les cas, c'est aussi mettre quelque chose qui va pénaliser quand même l'Arménie avec sa frontière avec l'Iran. C'est aussi ça. Et moi, je maintiens, ça facilite les communications entre la Turquie et le reste de l'Azerbaïdjan. Et ça, ce n'est pas neutre non plus. Après, sur les voies de communication dans le secteur, il y a aussi le problème des gazoducs. Il y a aussi la Chine avec les routes de la soie. Je n'ai pas tous les éléments, mais je pense qu'il faudrait pouvoir avoir le temps de regarder tout ça. À une époque, j'avais remarqué que les Chinois, par exemple, avaient tendance à faire des casernes militaires dans certains points du globe, Djibouti, par exemple, mais du côté de l'Amérique latine. Et quand vous regardez où passent les câbles sous-marins, c'est juste à côté des câbles sous-marins. Donc, il ne faut pas rêver, nous, les Européens. Voilà, la Chine, elle a aussi des arrière-pensées et des câbles, ça se coupe. Voilà. Et si ça se coupe, nous, par exemple, peut-être qu'on passe dans ce câble-là et il n'y a plus de communication virtuelle. Donc, c'est très compliqué, c'est très flou. Par contre, je voulais rajouter, c'est que moi, je ne sais pas les relations entre Pachinian et Poutine, mais aujourd'hui, à la fin du conflit, Pachinian, il me semble être une marionnette entre les mains de Poutine. Et bon, il a pris la décision Absolument, de et je pense que le jour où Poutine n'aura plus besoin de Pachinian, il coupera les fils de la marionnette et ça ne rendra pas service, me semble-t-il, au peuple arménien. Je ne suis pas partisan de Pachinian pour autant, mais ça sera un recul sur des plans démocratiques, me semble-t-il. Oui. OK. Ce que je vous propose, c'est vrai que Yann vient d'envoyer un message, on va pas résumer tout ce conflit-là en 1h30, hélas, des réunions, parce que les propos de nos animateurs, Hilda comme Gilbert Luc, sont détaillés, historiques et très intéressants de fait. On poursuivra le débat. Je vous propose que Yann, qui est là, conclue ce dernier mercredi des socialistes jusqu'à nouvel ordre, puisque nous allons, maintenant que ça a été confirmé, rentrer dans une période électorale, puisque les élections départementales et régionales ont été enfin fixées au 10, au 13 et au 20 juin prochain. Yann. Merci Marc pour oui, je vais pas prendre longtemps. Simplement remercier chaleureusement Hilda pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Évidemment, remercier Gilbert Luc qui ne cesse de nous sensibiliser sur le sujet. Voilà, et donc on avait pris l'engagement de faire au niveau de la fédération une réunion débat sur le sujet. On l'a fait en Zoom, on continuera puisque manifestement le sujet n'est pas terminé. Voilà, on pourra aussi faire appel à Jean-Paul parce qu'il a lui aussi un engagement historique et actuel sur le sujet. Voilà, donc merci à vous et je crois qu'on a retrouvé au cours de cette soirée, mais les soirées précédentes, tout le monde n'était pas forcément connecté à Zoom, mais ce qui doit être un parti politique, c'est-à-dire à la fois un lieu d'éducation populaire au sens noble du terme pour se former, pour aller à la confrontation des idées et s'enrichir mutuellement, et puis aussi un élément d'appareil électoral, mais pour défendre nos valeurs auprès de nos concitoyens. Donc les conférences Zoom vont continuer, je le dis, pour plutôt travailler et être en audition sur la préparation des élections régionales et départementales. Donc ceux qui sont connectés ce soir et ceux qui ne le sont pas seront conviés à participer à des réunions en fonction de leur sujet d'intérêt. Voilà. Et ceux qui n'ont pas encore reçu les informations de la Fédé, rapprochez-vous quand vous êtes socialiste, adhérent ou sympathisant du Parti socialiste, des secrétaires de section ou de la fédération pour pouvoir être associé à ces éléments. Voilà, en tout cas, merci à nos deux orateurs, merci aux participants et au plaisir d'une prochaine rencontre
soit en Zoom, soit physique. Mais je préférerais physique, bien évidemment. Merci à vous pour l'invitation. Merci à tous. Merci à tous, bravo, très bien, impeccable. Merci Hilda, merci Gilbert-Luc et bonne soirée à toutes. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Portez-vous bien. Bonsoir, bonsoir. Merci. À bientôt, bon courage. Bonsoir à tous. Salut. Merci. Très bien. Rien à dire. Ciao. Ciao.